Alors bonjour. Donc on est en direct du siège d'IESF. IESF, c'est Ingénieurs et Scientifiques de France. C'est l'organe représentatif reconnu d'utilité publique depuis 1860 et comme je dis souvent, donc représentatif des ingénieurs et chercheurs en sciences. Et Gustave Eiffel en fut président. On a donc 87 associations d'alumni, d'anciens élèves, qui en sont adhérentes. Aujourd'hui, donc jeudi 30 janvier 2025, notre sujet, moderniser la gouvernance des données, souveraineté, conformité et transformation digitale. Les enjeux clés donc pour l'entreprise et les institutions, entreprises au sens large du terme, parce que ces entreprises, elles sont confrontées à la gouvernance des données, à la conformité réglementaire, à la souveraineté numérique, au cloud, et à la notion de transformation digitale au service de la gouvernance. À mes côtés, je suis entouré de deux femmes. Comme je disais tout à l'heure, je fais mentir le fait que les femmes sont sous-représentées dans la tech et également dans le public nombreux aujourd'hui au siège GESF. Alors, à mes côtés, Sabria Marzin, qui est directrice de compte chez Diligent. C'est une professionnelle expérimentée dans le domaine de la technologie et des solutions de gouvernance et elle accompagne les entreprises et dans leur transition. Bon, alors ça fait plus de 10 ans d'expérience de la vente de solutions technologiques pour des éditeurs de logiciels comme par exemple Red Hat, que je connaissais, ils font des événements annuels très très bien, et puis collaboration avec des entreprises en France, en Belgique, au Luxembourg, dans des secteurs variés que sont la santé, le luxe et les services financiers. Et à ma droite, Sabine Van Eck-Le Pic, qui est docteur en droit, qui est avocate inscrite au barreau de Paris depuis novembre 2020. Bonjour, bonjour madame, une femme de plus, et qui est intervenante en droit de l'IA, technologie émergente, etc., etc. Bon, alors, donc aujourd'hui, comme je disais, 42e. Stratégie, oui, stratégie et enjeu de souveraineté. Je pense que c'est vraiment important pour moi. D'accord. Bon, alors donc aujourd'hui, parce que je suis pressé de leur donner la parole, c'est pour ça. Oui. Alors, aujourd'hui, 42e conférence, 99 intervenants depuis juin 2021 et 3476 participants, dont vous. Je salue également les gens qui nous suivent en ligne. Alors, j'ai également lancé à IESF ici des ateliers, notamment un atelier sur la décarbonation et le numérique, et d'autres ateliers se préparent. Alors, le but de ces entretiens économiques d'IESF Sciences Po, c'est de réunir des ingénieurs, des informaticiens, des juristes, des financiers, des entrepreneurs, et comme je dis, à la limite, l'honnête homme du 21e siècle, mesdames, hommes avec un grand H, bien sûr, comme analogie à l'honnête homme du XVIIe siècle. Bonjour, monsieur. Alors, 31 siècles de stagnation économique du XIIIe siècle avant Jésus-Christ jusque le XVIIIe siècle. Et depuis le XVIIIe siècle, exactement depuis 1780, première révolution industrielle, 3 révolutions industrielles, la révolution du système vapeur en 1780, 1880, révolution fondée sur l'électrique, sur l'électricité, et 1980, fondée sur le système informatique, puis sur Internet, avec comme intrant, et c'est tout à fait notre sujet, la donnée et la data. Alors, ces 2 premières révolutions industrielles, elles ont tout de même eu le mérite d'élever le niveau de vie par 20 et l'espérance de vie par 3. Et cette 3e révolution industrielle de 1980, en fait, elle a eu lieu. Donc, on est rentré dans un système de passage de la main-d'œuvre au cerveau d'œuvre. Et le cerveau d'œuvre, bien sûr, c'est le couple entre l'ordinateur et l'homme. Alors, jamais l'information, qu'elle soit scientifique, économique, géopolitique, industrielle, politique, sociale, jamais elle n'était aussi facile à se procurer, à partager et à analyser. Et pourtant, en fait, on en tire assez mal parti, puisqu'on subit des crises économiques, financières, sociales, géopolitiques, sanitaires, militaires. Et il y a une forme de vide stratégique. Et je pense que ne pas profiter des opportunités
de ce modèle économique nouveau, c'est un manque à gagner énorme. Et puis, ne pas anticiper ces menaces, c'est un risque, notamment le risque cyber. Alors, le sujet, la modernisation de la gouvernance des données, comme le disait enjeu clé, en fait, il y a 3 piliers essentiels: la souveraineté des données, la conformité réglementaire et la transformation digitale. Donc, en fait, en conclusion, moderniser la gouvernance des données, en fait, c'est conjuguer la sécurité, la conformité et l'innovation. Et donc, les organisations, les entreprises, elles doivent adopter une approche proactive qui allie technologie avancée et bonnes pratiques réglementaires pour transformer la donnée en un véritable atout stratégique. Donc, comme je le disais, la donnée, la data, il faut savoir l'appréhender, la raffiner, un peu comme on raffine du pétrole quand on se met dans la place de la deuxième révolution industrielle de 1880 et suite. Alors, le sujet ici, à IESF, et dans le cadre des entretiens économiques d'IESF Sciences Po que j'ai fondé, évidemment, on aborde le sujet. Par exemple, le 14 janvier dernier, avec quelqu'un qui s'appelle Boris Dorado, plutôt compétent d'ailleurs, on a traité du data mesh, réinventer l'organisation des données pour valoriser l'entreprise. Et vous trouverez le replay de cette conférence. Vous allez sur le site d'IESF, tout en haut, il y a un petit icône Google, YouTube, et vous trouverez. De même que vous trouverez après le replay de cette conférence d'ici. Alors, moi, le sujet de la souveraineté numérique m'intéresse depuis très longtemps. Si vous tapez mon prénom et mon nom, Christophe Dubois-Damien, sur Google, et puis avec souveraineté numérique, vous verrez beaucoup de choses. Déjà, le 18 juin et le 19 juin 2014, avec Forum Athena et Eurolink, qui sont 2 think tanks dont je suis administrateur, et en partenariat avec une école qui s'appelle ECE et une autre, dont on a un digne représentant ici, en la personne de Yves Verdet, ESMU Sudria. On avait organisé un événement de 2 jours pour proposer des pistes pour une gouvernance européenne de l'Internet. Et puis, j'en suis assez fier, j'avais organisé le 27 juin 2017 une journée souveraineté numérique à Sciences Po Paris. On nous loue des amphis. Là, j'avais réussi à avoir un amphi gratuit qui est très cher. Une journée complète. Et là, 250 participants et 25 intervenants, dont Louis Pouzin, qui est le père d'Internet, Pascal Pic, paléontologue, Michel Maffesoli, professeur émérite à la Sorbonne, Christian de Boissieu, qui est un professeur d'économie, Muriel Toati, que je connais maintenant, qui est chez OnePoint, mais qui était à l'époque, qui travaillait qui est directrice générale de Technion France, Technion étant un think tank israélien, donc excusez du peu, Einstein fut président. Il y avait également Jacques Cheminade, qui s'était présenté plusieurs fois aux élections, et puis d'autres, dont le regretté, il y en a plein, je ne vais pas vous lasser avec ça, Grishka Bogdanov. Et puis, conclusion par Benoît Thielin, qui était à l'époque co-doyen de l'école du management de Sciences Po. Et pour cet événement, j'avais eu le soutien du directeur de l'époque, qui s'appelle Frédéric Millon, du président de la Fondation des sciences politiques, dont on a parlé dans la presse, qui s'appelle Olivier Duhamel, et puis de Pascal Perrineau, qui est président de Sciences Po Alumni. Alors, en fait, les sujets abordés, c'était quelles doivent être les implications des décideurs politiques et économiques face à la souveraineté numérique, quelles mesures prendre pour protéger les données des citoyens et des entreprises, comment réussir une cybersécurité souveraine, quels enseignements supérieurs il faut mettre en place, quelles formations spécialisées et généralistes au service de ces ambitions. C'est toute une histoire, et la réalité, c'est que la souveraineté numérique en France est quand même l'Arlésienne, et que la France, je pense que l'élite, d'une façon générale, en dehors même de la souveraineté, d'une façon générale face à la transformation numérique, je pense que l'erreur, c'est que c'est valable pour la France, mais c'est valable également pour l'Europe, surtout. En fait, on a cru à une société post-industrielle et post-travail, et en fait, la réalité, c'est qu'on est dans un système hyper technologique, hyper industriel et hyper capitalistique, et il est quand même vrai
que outre-Atlantique, les États-Unis l'ont mieux compris que nous et les Chinois également. Donc la réalité, c'est la dette et le déficit budgétaire et les défis face auxquels nous sommes. Donc maintenant, on va, après cette hauteur de vue, j'espère, passer la parole à Sabria, qui va nous parler de Diligent, qui va nous parler de son métier, qui va nous parler de ses ambitions pour justement moderniser la gouvernance des données, qui est quand même un levier stratégique. Je vous remercie. Je te remercie, Christophe. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir. Donc, je suis Sabria Marzin, directrice de compte Europe francophone chez Diligent. J'y travaille depuis environ 6 mois. J'accompagne des ETI ainsi que des grands groupes en France, Belgique et Luxembourg à, d'une part, moderniser leurs pratiques de gouvernance, renforcer leur stratégie d'un point de vue risque et bien sûr anticiper et assurer la conformité. Je suis ravie d'être présente parmi vous pour partager ensemble les réflexions autour de la souveraineté des données, de la transformation digitale et de l'anticipation des risques, des sujets que j'estime, des enjeux que j'estime clés pour pouvoir construire des organisations résilientes. Alors, le bouton pour... Alors, nous allons passer au slide. On essaie de... C'est vous qui commandez ou... Voilà, ça marche. Super. En préambule, j'aimerais vous parler d'une anecdote assez récente. La semaine dernière se trouvait le SKO de Diligent à Dallas, au Texas. Notre CEO Brian Stafford était évidemment présent. Et durant cet événement, l'une de ses phrases a retenu mon attention. Je vais vous la communiquer, vous la lire du moins. La gouvernance moderne n'est pas une contrainte, mais un levier stratégique pour anticiper les défis et saisir les opportunités. Et cette réflexion s'inscrit parfaitement dans le sujet d'aujourd'hui, puisqu'elle met en lumière une problématique qui est majeure. Dans un monde de plus en plus connecté et réglementé, la gestion du moins des données est à la fois un défi et une opportunité. Les entreprises françaises, mais également à l'étranger, évoluent dans un contexte particulièrement complexe, avec la multiplication des lois autour de la gestion des données, typiquement la CSRD, la RGPD. Les conseils d'administration ne peuvent plus ignorer leur rôle stratégique dans la gestion des données et notamment la transformation numérique. Le premier thème que j'aimerais évoquer est celui de la souveraineté des données. La souveraineté des données est un sujet clé pour la France, particulièrement dans le contexte des lois extraterritoriales avec le Patriot Act, le Cloud Act, qui soulèvent certaines inquiétudes quant à l'accès aux données par des gouvernements étrangers. Pour pallier à cela, Diligent a mis en place certaines solutions dont les hébergements sont situés en Europe et notamment en Allemagne pour nous permettre de respecter le cadre juridique européen qui est des plus protecteurs, dispose par la même occasion de nombreuses certifications dont l'ISO 27001 et le SOC 2, dispose également de sécurisation accrue dans le domaine au travers des échanges, typiquement pour le chiffrement de bout en bout et l'authentification multifactorielle. Un petit exemple que j'ai fait figurer sur ce slide, une entreprise avec laquelle j'ai échangé récemment, qui jusqu'à présent utilisait des outils entre guillemets assez néfastes pour son utilisation, tels que WeTransfer, l'utilisation de mails pour adresser des invitations à l'ensemble des administrateurs du conseil, nous a sollicité pour homogénéiser les échanges. Et dans ce contexte précis, j'ai mis en place donc cette solution, Diligent Board, qui est utilisée par l'ensemble du groupe
qui est un outil qui permet aux administrateurs d'accéder sur une plateforme unique à l'ensemble des réunions auxquelles ils sont conviés. Accès également sur la partie documentation, avec à chaque fois les documents reliés à une réunion, un comité, un conseil, de nombreuses fonctionnalités telles que l'émission de vote, la signature électronique, avec bien évidemment notre partenaire DocuSign qui nous aide sur cette partie. La signature est intégrée d'ores et déjà sur l'outil. Des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui viennent vous aider au quotidien à générer des résumés instantanément, à procéder à l'écriture des procès-verbaux également en quelques secondes. On verra tout à l'heure l'ensemble des points relatifs à Diligent Board. Le deuxième sujet est celui de la conformité. Alors, derrière ce titre se cache une petite phrase, notamment un conseil sur le fait de respecter les lois, bien évidemment, mais tout en diminuant les processus. Comme je l'ai évoqué, la pression réglementaire est croissante. De nombreuses lois, la CSRD, la loi Sapin 2, l'évolution du Corporate Governance Code au UK, qui impose une transparence et une traçabilité accrue. Par la même occasion, les nombreuses solutions de Diligent, encore une fois, je le rappelle, autour de la gestion de la gouvernance, du risque et de la conformité, apportent un soutien. Diligent Compliance, un outil qui va vous permettre de centraliser et d'automatiser l'ensemble du suivi des obligations réglementaires. Diligent Risk, qui intègre aussi bien les contrôles internes que les risques réglementaires dans une seule et même plateforme. Ces deux solutions respectives détiennent bien évidemment d'autres fonctionnalités et notamment la conception de rapports en temps réel sur votre contenu. Un autre petit exemple pour illustrer cela, cette fois-ci non par un client qui m'est propre, mais plus par un client de notre groupe et de notre entité Europe. Une entreprise, et c'est un calcul précis qui a été défini en interne par rapport au ROI, a pu réduire en l'espace de quelques mois, environ 9 mois, de 30% son temps consacré aux audits grâce à Diligent Compliance. Et j'entends par là toute la partie automatisation notamment. L'impact est assez important, la réduction des risques de non-conformité et bien évidemment la simplification des audits internes et externes. Prochain sujet, celui de la transformation digitale. La transformation digitale n'est, à mon sens, pas qu'une simple question technologique. Je pense qu'elle impose une refonte, une nécessité de refondre complètement les processus de gouvernance pour pouvoir gagner en agilité, en efficacité et bien évidemment en transparence. Par la même occasion que les précédents exemples, les solutions de Diligent, notamment Diligent Board, dont on a parlé à l'instant, et bien évidemment Diligent One Platform. Diligent One Platform n'est autre que notre plateforme unique qui vient centraliser l'ensemble des solutions que nous avons. Diligent n'est pas qu'un simple acteur, c'est un leader, c'est le leader des solutions de GRC. Nous sommes les seuls aujourd'hui sur le marché à pouvoir proposer des solutions de gouvernance, de risque, de conformité et de permettre à chacune de ces solutions de communiquer entre elles au sein de cette plateforme. Si je venais à faire un focus sur l'intelligence artificielle, qui est bien évidemment présente dans la plupart de nos outils, mais également en quantité importante sur la plateforme, Diligent Board, pour vous donner un exemple très précis, dispose de nombreuses fonctionnalités d'intelligence artificielle.
qui vous aide au quotidien, qui aide les administrateurs du conseil, qui aide les préparateurs et préparatrices des organisations à travailler dans de meilleures conditions. La première fonctionnalité, le résumé intelligent de documents. L'idée est de pouvoir concaténer en quelques secondes l'ensemble de vos documents en un résumé. Deuxième fonctionnalité, l'analyse des données en temps réel pour pouvoir vous permettre de détecter des anomalies en temps réel et de prendre des actions correctives. L'automatisation, bien évidemment, des workflows, assigner de façon automatique des décisions et suivre, bien évidemment, la mise en œuvre de ces dernières. En conclusion, j'aimerais ajouter que la modernisation, ou du moins moderniser la gouvernance des données, n'est pas seulement répondre aux attentes réglementaires. C'est transformer vos processus pour pouvoir gagner en résilience, en agilité et en transparence. Diligent est un acteur connu et reconnu qui accompagne chaque jour plus d'1 million de personnes à anticiper les défis de demain, tout en renforçant la confiance des différentes parties prenantes. Je vais clôturer en vous montrant, pardonnez-moi, quelques informations complémentaires sur Diligent. Comme évoqué à l'instant, Diligent est une entreprise dont les solutions sont utilisées par plus d'1 million de personnes dans le monde. Cela représente environ 25 000, 26 000 entreprises, dont 80% des Fortune 500 nous font confiance. Nous travaillons par la même occasion avec également de toutes petites structures. Nous savons adapter notre offre aux écoles, aux associations ou bien évidemment aux entreprises de mid-market. Un exemple de clients avec lesquels nous travaillons sur l'ensemble de notre portfolio, donc aussi bien sur la partie gouvernance, la partie risque et audit, la partie gestion également, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais gestion des entités. L'ensemble de ces clients nous font confiance. J'apprécie énormément ce petit schéma puisqu'il représente parfaitement bien la synergie entre les différentes solutions. Encore une fois, toutes ces solutions se trouvent au sein de notre plateforme Diligent One Platform et communiquent entre elles. Pour terminer, je vous propose de visualiser une petite vidéo qui vous permettra d'avoir une vue précise de nos solutions, de notre solution du moins de gouvernance. Cette vidéo est en anglais. Je n'ai pas pu trouver de vidéo en français sur cette solution. Hop, je vous laisse regarder. Ah, je pense que le son n'est pas connecté. J'aimerais profiter de la réunion de l'équipe de direction d'aujourd'hui pour faire le point sur le rapport. Commençons par... Alors, je vous demande un instant. Hop, hop. Voilà, Non, tout à l'heure. il faut que le son soit connecté ici. Son marché. Oui, nous avons un petit problème Comme technique, toujours. à savoir que la vidéo sera sans son. Je suis navrée. Pour les personnes intéressées, je pourrais vous l'adresser par mail. Tu peux la commenter. Non, là, ça tourne. Les taux Défile. les images vont, ouais, exactement, vont assez vite. Mais vous avez une vue de notre homepage avec sur la gauche l'ensemble des modules, des onglets sur lesquels vous allez pouvoir vous connecter pour d'une part constituer vos réunions, accéder aux documents, aux réunions du moins archivées, accéder à des ressources complémentaires, et bien évidemment vous rendre sur la plateforme Diligent One Platform. Vous détenez également une connexion en accès sur votre SFS, donc le Secure File Sharing, qui vous permet tout simplement d'adresser en toute confidentialité
n'importe quelle donnée. Donc, vous pouvez remplacer votre messagerie, adresser vos documents et les échanges seront, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, chiffrés de bout en bout. Donc, c'est un exemple typique d'une réunion d'un conseil d'administration auquel sont conviées donc les différentes parties prenantes et échangent à tour de rôle sur les différentes problématiques. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, depuis certaines solutions comme Diligent Risk, pour un responsable, un directeur risque et audit, travailler, concevoir l'ensemble des documents depuis la plateforme et les envoyer directement sur Diligent Board afin que le conseil d'administration puisse avoir un état des lieux précis de la gestion des risques. Et par la même occasion, sur la partie Insight, de documents supplémentaires que vous pouvez également intégrer lors des procès-verbaux, de la conception des procès-verbaux. Vous avez également la possibilité de matcher gouvernance et risque, comme évoqué, avec notamment plusieurs outils, l'ERM, Enterprise Risk Management, ou l'outil Risk Manager, qui vont à tour de rôle vous permettre de définir votre stratégie d'un point de vue risque et de les faire afficher directement sur Diligent Board. Voilà, vous avez une graphie des risques. Donc là, nous sommes effectivement sur Diligent One Platform, comme vous pouvez le constater sur la partie de gauche, avec l'accès à certains liens, à certains articles de presse en lien avec vos problématiques, avec vos sujets que vous pouvez définir en amont et ajouter effectivement à vos réunions de conseil d'administration, de comité d'audit, comité de risque. Cet outil est un outil, comme je l'ai évoqué, assez puissant. Pour information, sachez que Diligent investit chaque année environ 40 millions de dollars dans l'innovation, notamment l'innovation des produits. Donc les outils ne cessent d'évoluer chaque année, ne cessent d'être complets et surtout permettent, encore une fois, cette synergie pour pouvoir pallier à certaines contraintes et couvrir l'ensemble des problématiques des membres du conseil. Pour les intéressés, n'hésitez pas à me demander certaines informations, notamment sur la réception de la vidéo avec du son. Je pense que le rendu sera meilleur. Et vous l'avez fait très très bien, les commentaires. Bon, alors donc, merci Sabria pour cet exposé très 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 complet. Alors, on va maintenant donner la parole à Sabine, qui est avocate. Moi, ce que je pense que vous avez des idées, notamment tu m'as envoyé un truc sur les domaines de cyber, d'échanges que vous pouvez avoir spontanés, puis on va voir ce que Sabine va nous dire. Par la suite, mais avec le sourire, mais par la suite, moi, je voudrais revenir sur ces problèmes de souveraineté numérique qui nous posent quand même un certain nombre de soucis, nous, pauvres Européens, les Français en particulier. Et puis, on va vous demander un dialogue avec la salle, parce que c'est quelque chose d'assez spontané. Donc, en fait, je pense que ton intervention, ma chère Sabria, c'était un point de départ. Donc, Sabine, qu'est-ce que tu... Alors, moi, je voudrais rebondir un peu. Voilà. Et dire que déjà, je voudrais donner une définition de la gouvernance de la donnée. Gouverner la donnée, cela sous-entend d'être capable d'exploiter son patrimoine informatique et de piloter l'utilisation des données
dans le cadre de l'activité de l'entreprise et au service de l'entreprise. Cette gouvernance de la donnée permet d'optimiser le business de l'entreprise, obtenir peut-être sa propre base de données, et ça peut contribuer aussi à la recherche et au développement au sein de l'entreprise. C'est ni plus ni moins une gouvernance économique de la donnée. Et derrière tout ça, derrière l'envers du décor d'une solution all inclusif clé en main, il y a toutes les problématiques d'analyse d'impact, de bonnes pratiques, d'usage, d'acculturation, d'application au RGPD, et le point clé et stratège, même si on sait que certaines solutions peuvent être hébergées localement en Europe, c'est la souveraineté économique, puisque aujourd'hui, à l'heure où on a DeepSeek qui vient chatouiller les États-Unis, enfin plus que chatouiller, puisque l'action Nvidia a perdu, je crois, 70%, on est vraiment dans une guerre économique. Donc la gouvernance économique, avec cette guerre économique, nécessite qu'on ait une réflexion en amont et puis en aval sur ce qu'on veut faire, sur quels sont les partenariats qu'on peut vraiment avoir pour préserver, évidemment, face à la complexité des réglementations, mais surtout pour préserver notre souveraineté économique. Souveraineté numérique, c'est garantir notre autonomie, c'est garantir notre sécurité, c'est garantir la résilience. À l'heure où les entreprises sont plongées dans un environnement mondialisé et ultra digitalisé, la question de la souveraineté devient un impératif stratégique. Donc, je réponds à la modernisation de la gouvernance de la donnée en disant que c'est un levier stratégique. Moi, j'estime que la souveraineté économique est un choix aussi européen. Donc, entre protection des données, conformité aux réglementations, la plupart des réglementations sont européennes, et la gestion des risques liés à la cybersécurité, les dirigeants informatiques doivent jongler. Donc la souveraineté numérique va bien au-delà de la simple protection de nos données, non, c'est vraiment un enjeu de géopolitique. Elle englobe le développement de solutions comme des RAG, des solutions technologiques locales. Elle milite en faveur de l'indépendance de systèmes stratégiques, ainsi que l'élaboration de normes éthiques, juridiques sur mesure. Vous savez que les IA et tous les systèmes technologiques aujourd'hui ont une vision du monde bien différente. On voit DeepSeek, on va lui poser la question de savoir ce qui s'est passé à Tiananmen, etc. Il va dire let's talk about something else. Donc on est bien vraiment sur des visions du monde, sur des réflexions, sur de la concurrence, et aussi l'orientation aujourd'hui du Data Governance Act dont on parle très peu. Je sors un article début février sur LexisNexis sur cette question de mutualisation des données européennes par secteur industriel, donc notamment les données de santé, les données énergétiques, les données de mobilité, les données d'éducation et tout ça. On essaye aujourd'hui en Europe de faire un layer avec toutes les réglementations et de faire vraiment on essaye de monter en compétence pour ne pas perdre la bataille, comme ce que sous-entendait peut-être un peu Christophe au départ, ne pas perdre la bataille numérique. J'estime qu'on a des moyens aujourd'hui, et peut-être que DeepSeek, ce que dit Asma Mala, dit que c'est une gifle pour l'Europe. Au contraire, c'est peut-être stimulant pour l'Europe de voir qu'une petite IA est capable de concurrencer aujourd'hui une IA dans laquelle on a investi des milliards. Peut-être que l'Europe, avec sa dernière IA, c'était vraiment un essai, etc. Mais peut-être que l'Europe, ça peut stimuler l'Europe pour trouver nos solutions et se battre pour avoir notre autonomie. Je pense que c'est le plus grand défi aujourd'hui du numérique, c'est que l'Europe trouve sa place face aux transactions entre la Chine et les États-Unis. Pour revenir à notre sujet d'implémentation de solutions technologiques américaines dans des systèmes d'entreprises françaises et des grandes entreprises, je pense que
c'est intéressant à partir du moment où on est vraiment en partenariat et qu'il y a des avocats qui travaillent et des DPO, donc des responsables, des avocats spécialisés dans la gouvernance justement de la donnée pour essayer de voir si vraiment ça répond à ces 3 critères, la conformité, la souveraineté, la compétitivité. Et en fait, il faut interroger l'entreprise sur ce qu'elle veut réellement. Parce que derrière ces boards, il y a aussi toute la responsabilité de l'entreprise qui est en jeu, dans notamment les clauses contractuelles qu'elle mettra en jeu. Est-ce qu'elle va dire que voilà, elle a une solution technologique avec laquelle elle travaille qui est américaine? Ça peut poser aussi des questions avec les dernières élections américaines, le nouvel ère trumpiste Musk. Peut-être qu'il y a des questions aussi de volonté de retrait ou de partenariat où il faudrait réfléchir justement à des solutions un peu plus locales, un peu plus européennes. Voilà, donc voilà, et pour conclure, pour moi, la gouvernance des données, c'est s'assurer que les données sont gérées de manière cohérente et fiable dans l'ensemble des processus et des protocoles, avec des rôles, des règles et des normes à mettre en place. Au-delà de la réglementation, il faut vraiment être proactif sur une réflexion, parce que, et c'est là tout le conseil des avocats du numérique, et puis la responsabilité aussi du côté de l'entité qui va gouverner, qui va décider pour ses obligations et dans le cadre notamment des contrats, je vous le disais, et voilà. Donc, Écoutez, merci. voilà, le débat est ouvert. Alors, le débat est ouvert, plein pot, et merci de ce discours enflammé, cher maître, chère Sabine. Je ne sais pas faire autrement. On va quand même se repositionner quand même, parce que la réalité, on se retrouve face à une question, quid de l'innovation, quid des relations. Vous, ma chère Sabria, vous parlez de 1 million de clients, donc en fait, il ne faut pas non plus être parano, c'est-à-dire en amont, l'entreprise doit voir comment elle est data-driven. C'est-à-dire quelles sont les données qu'on vous confie, quelles sont les données qu'on met dans un cloud. Et en amont, il y a quand même une prudence à avoir, mais pas sur toutes les données. Donc en fait, alors il y a toujours cette phrase formidable, un peu tarte à la crème, les Américains innovent, les Asiatiques copient et les Européens régulent. C'est pas complètement faux. Donc en fait, on ne peut pas se priver de la transformation numérique. Et moi, j'ai quand même un a priori. D'ailleurs, j'ai une société que je préside qui s'appelle 01 Innovation. J'ai encore déjeuné avec mon associé ce midi. Mon associé, il a tous les certificats Microsoft. C'est-à-dire que actuellement, et qui intègre, notamment avec Copilot, il y a des gens beaucoup plus spécialistes que moi dans la salle, je vois Pauline, sur les problèmes d'IA. C'est-à-dire qu'en même temps, si on attend le soir du grand soir d'avoir retrouvé ce qu'on a complètement perdu quand même, c'est quand même clair, c'est ce que je disais en introduction, notre souveraineté numérique en Europe, si on attend, on risque en même temps de se priver d'une modernisation et d'une capacité d'innover. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le débat est ouvert. Le débat est ouvert avec la salle aussi, hein, d'ailleurs. Oui. Pourquoi moderniser? Ah, bonne question. Alors, moderniser, c'est s'aligner avec l'air du temps. on reprend la question. Oui, la question de madame, de cher ami, Ladane, c'est pourquoi modernité? Alors, il y a effectivement dans le titre modernisation de la gouvernance. On se rend compte que, à l'origine, initialement, de nombreux administrateurs des conseils ont un mode papier. Donc, viennent à leur conseil d'administration, viennent au comité, prennent des notes et essayent tant bien que mal de retranscrire tout cela sur des outils technologiques. Nous sommes dans une ère
novatrice. Nous devons avancer avec notre temps et laisser place à la technologie pour nous aider, tout simplement. D'accord. Pardon, si je peux me permettre. Oui. Justement, en fait, peut-être que j'ai compris par rapport à madame, c'est que, en fait, le mot modernisé, c'est un petit peu, peut-être, utilisé d'une manière peut-être non adéquate, plutôt utiliser les moyens, les outils digitalisés pour justement avancer mieux peut-être. Le fait de dire moderniser la gouvernance, c'est un petit peu un comparatif peut-être qui fait régresser donc l'idée de gouvernance, a priori. Alors, à mon sens, je voyais plus le mot, la partie modernisation des gouvernances similaire à celle de la digitalisation des instances de gouvernance. Donc, encore une fois, on passe d'un process papier à un process entièrement digitalisé. D'accord. Et vous travaillez avec les services Oui, beaucoup, énormément. Ah, bien sûr, oui. Énormément. Nous travaillons avec plusieurs cabinets de conseil indirects ou au travers d'un partenariat, notamment KPMG, RSM, Thornton, qui nous aident au quotidien pour répondre aux besoins, aux problématiques de nos clients sur la partie audit et risque. C'est-à-dire qu'en fait, en plus de ça, vos outils intègrent aussi, je prends un exemple, le métier d'auditeur interne est complètement revisité. À partir du moment où, moi ça fait des années que je travaille là-dessus, c'est le système augmenté. Alors il y a eu un coup d'accélérateur avec les nouvelles IA, mais depuis longtemps déjà, on augmente. C'est-à-dire que des métiers, je parlais de cerveau d'œuvre par rapport à la main-d'œuvre, des métiers sont augmentés. C'est-à-dire que je crois qu'une entreprise qui est avisée, qui a une stratégie de qualité, eh bien, en fait, elle doit remettre en question son système d'audit interne et profiter. Donc, vous, est-ce que vous proposez aussi des solutions? Bien sûr, nous proposons des Ce que j'ai solutions cru entendre dans votre d'audit, présentation. effectivement, d'audit et de risque. Au quotidien, elles font partie des solutions phares de Diligent. Et nous essayons chaque jour de pouvoir éduquer nos clients pour qu'ils puissent avoir une approche notamment proactive par rapport au cyber-risque. Ouais, en plus. La plupart des entreprises qui subissent des ransomware ou d'autres tentatives de phishing ou autres sollicitent des prestataires quand le mal est fait. Exactement. Et notre conseil, c'est de pouvoir anticiper et d'éduquer l'ensemble de nos clients pour qu'ils puissent s'équiper dans de bonnes conditions. Typiquement, si on fait un petit focus sur la partie risque, les solutions vont permettre à nos utilisateurs de cartographier les risques critiques de la société. Donc, on va identifier l'ensemble des cyber-risques, les fuites de données, les ransomware. On va les classer par probabilité, impact, criticité. On va automatiser également toutes sortes d'actions correctives avec le suivi de plans d'atténuation, assigner les responsabilités directement depuis l'outil et bien évidemment leur permettre d'éviter certains retards, certains oublis au travers d'alertes et de rappels automatiques. Donc on est dans un process entièrement automatisé. Exactement. Et c'est aussi ça, c'est la modernité. Madame, oui. Justement, c'est pas uniquement digitalisé, c'est l'ensemble Du process, tout à fait. Vous allez beaucoup plus loin et Tout à c'est fait. ça qui est intéressant. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Vous avez Oui. très bien résumé. Merci pour la question. Vous parlez un peu fort, parce que s'il vous plaît. J'ai remarqué, en faisant le point commun, mais j'ai remarqué un point commun avec Sabine et Sabria. Vous avez parlé de la résilience. Vous parlez d'un truc qui me préoccupe en France, c'est le RGPD. Oui. Nous, on est une PME qui fait partie administrative et financière. Et est-ce que le RGPD fait partie de la résilience des entreprises de données? Peut-être être résiliente par rapport à la RGPD? Et si oui, par rapport à qui, par rapport à quoi?
Alors, déjà sur la partie conformité, comme je l'ai précisé tout à l'heure, si tu te laisses Ouais, non, mais t'inquiète pas. Il y a pas de souci, j'ai vu ta. Alors, on oriente les questions, mais voilà, Ton par petit doigt courtoisie, levé. faut que Effectivement. les jeunes se défendent. Après l'attaque virulente. Je fais Non, non, une attaque dans la non, non, mesure pas où une attaque. on va en parler justement sur la Bien sûr. résilience. Oui, alors, Je- oui, je- parce je l'ai bien- que moi, c'est ça qui m'a je l'ai bien- étonné je aussi. l'ai bien Vous précisé. assurez la résilience. Et alors, bien Moi, je suis entendu, bien dans mon rôle. aux data centers, les data centers, ils sont installés sur le territoire européen, et d'une, mais au fond, une entreprise peut dire, bon, occupez-vous de notre, parce que on a parlé du problème du RGPD. On sait très bien que la législation européenne n'est pas la même que la législation dans vos millions de clients. Il y a des Américains, il y a toutes les nationalités. Mais si on rezoome sur l'Europe et sur la France, vous assurez cette conformité Tout à fait. au RGPD. Voilà. Tout à fait. Donc, peut-on vous faire confiance pour le faire? Alors, si j'avais quelques conseils à vous donner pour pouvoir confier vos données à n'importe quel acteur, que ce soit Diligent ou un autre acteur, j'entends par là américain parce que en général ça fait peur. On se dit ah non, il faut impérativement confier ces données et travailler avec un acteur français. En soi, ce n'est pas la vérité. Parmi nos clients, nous travaillons avec de nombreux clients et de par également mes précédentes fonctions, je travaillais également pour des acteurs américains, donc Red Hat qui fait partie du groupe IBM. Et à aucun moment, nous avons eu des difficultés. Alors, effectivement, il faut pouvoir se défendre et expliquer et rassurer. Mais ce que j'entends par là, c'est que nous avons travaillé, et nous travaillons aussi chez Diligent, avec de grands groupes français, dont je ne peux pas forcément citer les noms pour des clauses de confidentialité, des ministères également. Nous travaillons avec des acteurs publics qui nous font confiance. Et pourquoi? Parce que nous respectons le cadre juridique européen qui est des plus protecteurs. Donc la certification ISO 27001, le fait de pouvoir assurer, et cela, les informations vous sont adressées de façon très, très simple et très limpide, le lieu exact des data centers qui nous permettent d'héberger les données de l'ensemble de nos clients. Oui, bien sûr. Je pense que avec une nouvelle administration de Trump, on va sauter toutes ces réglementations. Donc, je ne sais pas, les boîtes américaines sont obligées de suivre. Déjà, c'est là, Meta, il a commencé à enlever pas mal de règles. Vous voyez ça. Alors, juste en complément de la question, Oui. ne faut pas à un moment donné quand même sécurité, confidentialité et souveraineté. Tout à fait. Bon. Alors, si tu voulais ajouter, moi je voulais reparler de la résilience. Rebondir sur. Je réponds à madame et je réponds à madame. Voilà. Donc, la première chose, c'est que ce que je pense, c'est que finalement, il y a plusieurs textes en 2025 qui arrivent, qui vont redéfinir les obligations des entreprises. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure Diligent aura besoin de juristes, etc. Mais en tout cas, il y a NIS 2, qui est l'enjeu de cette directive, est de mieux protéger les réseaux et les systèmes d'information. justement, c'est au NIS niveau 2, européen. une directive. au niveau Directive européen. européenne. Au niveau Mais toujours européen. européenne. Oui. On est bien d'accord avec la question de madame, Oui. c'est ça. Oui, oui. Après, Mais on après, reviendra on à sa question sur Après, il y a l'évolution DORA, qui est américaine. le Digital Operational Resilience Act, pour parler de résilience. C'est spécifiquement destiné au secteur financier et assurantiel et il vise à renforcer la résilience opérationnelle face aux cybermenaces. L'objectif, c'est de renforcer la compétitivité et l'innovation du marché financier. D'accord? Et finalement, on se rend compte qu'il y a potentiellement, finalement, cette exigence DORA tend à être un peu, qui devient une base aussi pour la compétitivité globale dans d'autres secteurs aussi. Et puis, on assiste aujourd'hui à un RGPD renforcé, justement derrière les élections européennes, puisque des sanctions accrues et de nouvelles exigences concernant la protection des données personnelles et des hébergements. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la question, puisque le Cloud Act permet
aurait justement un hold-up des données européennes pour aller dans les clouds américains est hébergé aux États-Unis. Et c'est vrai que, voilà, je pense que c'est très intéressant pour Diligent d'avoir une réflexion en amont, pour elle-même, pour savoir quels vont être l'impact des élections américaines sur sa stratégie globale d'implémentation un peu, en tout cas sur l'Europe. Voilà. On va laisser Sabria répondre. Après, on n'oubliera pas. Et la dernière question, madame, oui, je pardon, n'ai pas fini. vas-y. C'est sur la souveraineté. C'est vrai que la souveraineté, pour moi, c'est presque géopolitique. C'est défendre nos entreprises. C'est presque, voilà, et moi, contrairement à Christophe, j'estime qu'on n'a pas perdu encore la partie et qu'il y a énormément de stimulation en ce moment pour justement, et notamment, référez-vous, je vous ferai passer l'article qui est publié là dans 3 jours sur LexisNexis sur le Data Governance Act. Je peux vous dire qu'il y a une vraie stratégie, une vraie data stratégie pour l'Europe et je trouve que c'est très stimulant d'être actuellement dans cette course. Bien. Voilà. Alors, Sabria, j'ai répondu. On revient à la question de Madame sur l'évolution, qui est plus un travail d'intox de journaliste, hein, cette histoire d'élection de Trump. Enfin bref, mais voyons la descente technique. Je ne sais pas, c'est politique en tout cas. C'est une question politique. D'un point de vue interne, j'entends Diligent. C'était déjà bien lancé avec Biden, c'est ça que je veux dire. Hein. Bon, nous n'avons pas eu, et pour être transparente avec vous, puisqu'encore une fois, comme je l'ai précisé en amont de ma présentation, nous avons eu donc notre sales kick-off la semaine dernière. Notre CEO était présent et à aucun moment il n'a soulevé d'inquiétude face à l'entrée de Monsieur Trump. Et je pense que contrairement à des solutions américaines comme Microsoft, SharePoint ou Google, Diligent en fait n'est pas soumis à cette pression et propose en fait des solutions qui respectent encore une fois la RGPD. Et c'est tout ce qu'un prestataire doit entre guillemets obtenir pour pouvoir, on parlait de DORA, de NIS 2, effectivement ce sont des sujets que l'on a au quotidien. Donc nous disposons d'énormément de certifications sur l'Europe d'une part, mais également dans le monde entier, pour pouvoir être conforme. Et c'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs une solution qui est entièrement dédiée à la conformité. Diligent Compliance en l'occurrence. Très bien. Bon. Mais moi je conseillerais quand même, bon, c'est mon côté un peu provocateur, j'aime bien l'humour en général, et je conseillerais quand même au CEO de Diligent d'anticiper aussi son risque. Ça a été réfléchi. Dommage que tu n'étais pas à Dallas. Parce que tu avais le colt à la ceinture. Non. Nos équipes dans le dialogue et j'imagine que c'est quand même une réflexion qui est sur la table. Bien évidemment. Et nos équipes juridiques en interne, excusez-moi, je vous ai vu lever la main. Ouais. Nos équipes juridiques en interne sont là quotidiennement pour anticiper ces éléments. Et quand vous mettez en place des partenariats de longue date avec des clients stratégiques, vous devez d'anticiper cette partie, puisque les clients ne peuvent plus du jour au lendemain oublier l'utilisation d'un outil et devoir le remplacer dans la minute. Ce n'est pas possible. C'est inconcevable pour nos clients. Et encore une fois, pour rappel, notre taux de renouvellement est de 98%. Bien, alors tu peux te présenter une autre question. Madame dans le fond, très bien. Voilà. Si tu veux parler assez fort parce que oui, alors très simplement, ce qui est vraiment intéressant dans votre démarche, c'est que vous sécurisez absolument toutes les relations de l'entreprise à haut niveau pour justement exploiter la donnée, avoir des connaissances sur l'entreprise, comprendre, décider et avoir des relations à haut niveau. Donc là-dessus, on pourrait être extrêmement rassuré. Et on peut être extrêmement rassuré par rapport au risque cyber. Donc n'importe quel agresseur, qui soit pirate ou économique, en tout cas, on comprend bien que vous créez les conditions. Et puis en plus, pour des questions de souveraineté, vous dites que tout ça s'est hébergé en Allemagne avec le droit européen, toutes les réglementations. Donc jusque-là, on pourrait être extrêmement rassuré. Mais effectivement, quand on questionne le sujet de la souveraineté,
on peut commencer avec les évolutions de 2025 à s'interroger. On a vu effectivement que sur un tout autre sujet, TikTok, les données traitées par les Chinois, les États-Unis n'avaient pas confiance, au point que pendant quelques heures, quelques jours, TikTok a été interdit pour peut-être faire héberger, opérer le service TikTok par Oracle, parce que les Américains se disent, si c'est hébergé et opéré par un acteur américain, ce sera digne de confiance. Mais en même temps, Teligent est un acteur américain, et si il y a des exigences du gouvernement Trump, on peut imaginer, de loyauté des acteurs informatiques américains sur le sol américain, est-ce qu'on peut être sûr que si un grand avionneur européen, par exemple, héberge ses données chez vous, vous n'avez pas une obligation quand même de donner un peu d'informations à des services donc comment finalement sur les sujets de souveraineté, on peut avoir une totale confiance, même si vous respectez tout dans les lois européennes? Comment finalement un grand décideur, et je vois que vous traitez des sujets de veille stratégique, et effectivement, j'ai moi accompagné un grand groupe sur son sujet de veille stratégique pour avoir une plateforme, pour non seulement qu'ils partagent de données, mais qu'ils collaborent. C'est-à-dire, on fait des scénarios prospectifs dans des environnements avec, et là, on se rend compte que quand on fait, avec des outils comme les vôtres, je fais une digression, mais c'est intéressant, quand on fait des raisonnements dans un comité de direction, on n'a pas que des représentations avec des charts, on a aussi besoin d'avoir des espaces comme Klaxoon, etc., pour coller des post-it, et là on passe dans un environnement absolument pas protégé, pas sécurisé. Donc on rêverait d'avoir dans votre château fort, qui paraît effectivement extrêmement bien fait, tout cet espace non seulement de partage de l'information, mais aussi de partage de la réflexion, de partage de la décision. Donc quelque part, vous avez une promesse extraordinaire pour les comités de direction d'aujourd'hui, et en même temps on se dit, mais d'un point de vue géopolitique et souveraineté, est-ce qu'il n'y a pas potentiellement un risque qui aurait du mal à s'argumenter? J'ai terminé ma question. Alors, très bien, mais très bonne question. Je vous remercie. J'y réponds et ensuite on vous laisse la parole, madame. Si je rebondis sur la partie contractuelle, dans chacun de nos contrats, nous incluons des clauses claires sur les niveaux de service, les SLA, comme on les appelle, sur la gestion également des responsabilités, en fonction des besoins spécifiques des entreprises. Donc, ce sont, vous imaginez, des documents extrêmement réglementés. Lorsqu'un client devient partenaire de Diligent, pour être transparente avec vous, il y a énormément d'allers-retours de vérification entre les différentes équipes légales. Ça peut prendre énormément de temps, mais ce n'est pas un élément bloquant aujourd'hui, encore une fois. Pour ce qui est de l'avenir, nous n'avons pas eu d'inquiétude soulevée de la part de notre CEO. Et pourtant, c'était un événement interne, donc on aurait pu effectivement, ça aurait pu être légitime d'en recevoir, mais ça n'a pas été le cas. Donc, nous avançons en toute confiance. S'il y a des éléments à communiquer, nous allons les communiquer, puisque la base d'une relation auprès de nos clients est autour de la confiance et de la transparence. Donc, bien évidemment, s'il y a à l'avenir des éléments sur lesquels que nous devons changer pour X ou Y raison, la communication sera Votre métier, en fait, c'est la confiance. Et donc, finalement, ce mot, vous ne pouvez pas le brader. Finalement, c'est ça l'enjeu. Exactement, tout à fait. D'accord, merci. Madame, vous parlez un peu fort parce qu'on a parlé de micro et puis on va peut-être reformuler si on n'entend pas. Aussi, ces textes législatifs qui ont été promulgués depuis 5 ans, il y a pas mal de outils sur ce dernier temps. Mais ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que, en même temps, avec la promulgation des textes et des lois d'application, est-ce que la France de l'Europe va créer des services, des autorités exécutent sans plus de l'exécution de tous ces lois? Et en plus, j'ai l'impression que tous ces textes, ça va plutôt à des questions plutôt politiques entre l'Europe et d'autres adversaires comme les GAFAM des États-Unis ou d'autres, moins par rapport à la Chine, je ne sais pas, mais c'est en tout cas l'impression.
Mais quand il s'agit de quand il y a des affaires, des problèmes concrets, est-ce qu'il y a des organes qui ont été créés vraiment pour s'occuper du service? Moi, je prends un exemple. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que moi-même, je suis fondatrice d'une association culturelle qui est destinée à des dynamiques dans plusieurs pays. Tout ce qu'on a fait, c'est tout simplement des projets culturels, des gouvernements, dans le parole à des gens dans plusieurs pays. Mais ils ont demandé la création en fin 2017, on a été attaqués par des hommes à mal que le gouvernement de l'Allemagne, c'est une dictature, c'est une régime de dictature de 100%. Ils veulent absolument contrôler. Ils ont non seulement des milliards, 700 millions dans le pays, mais aussi des milliards de je vais vous demander quand même, c'est Sabine qui répond, tu réponds à ça. Alors, je réponds. Est-ce que tu peux, avant, parce que pour des raisons d'audio, est-ce que tu peux essayer de reformuler la question de madame? Alors, la question, telle qu'on l'a compris, parce que c'était spontané. elle n'a pas fini sa question. Alors, reposez-la maintenant en synthèse. Et en même temps, il travaille pour les data, en fait. Parce qu'il travaille chez le Facebook, etc. Il réduit beaucoup de ce qu'on a à faire sur les réseaux sociaux, en fait. Et là, j'ai contacté Facebook, Instagram, j'ai contacté aussi le département digital de la Commission européenne pour faire des informations sur ces affaires. Malheureusement, on a l'impression que ça n'a nulle part. Attendez, mais ne faites pas d'affirmation. Reposez votre question. Non, mais moi j'ai compris. T'as compris? Bon, bah, si Sabine a compris, on va demander à Sabine de répondre. Personne n'a pris en compte de nos problèmes. Nous sommes allés à la police pour porter plainte. Mais la police nous a laissé pas poser une plainte, juste donner le courant. Parce qu'ils savaient parfaitement qu'ils ne pourraient rien faire. Bon, alors, vite. Alors, vous touchez du doigt une problématique, puisque les GAFA, en fait, la question, c'est comment, s'il nous arrive quelque chose avec ces grandes plateformes technologiques, comment on arrive, est-ce qu'il y a une autorité, est-ce qu'il y a un tribunal, est-ce qu'il y a quelque chose, un service? Alors, moi, je vous garantis qu'il y a la CNIL, il faut porter plainte à la CNIL. Les GAFAM sont très habitués à avoir des sanctions très très fortes et la CNIL, il faut porter plainte auprès de la CNIL, mais on en parlera si vous voulez. Et en fait, la question, notamment dans le Data Governance Act, on ne savait pas quelle était l'autorité, quelle allait être la plus pertinente. Et l'Europe, sur 27 membres, n'avait pas complètement défini. Alors, on s'est posé la question de savoir si c'était l'autorité de la concurrence, vous avez tout à fait raison, ou l'autorité de la protection des données. Donc, ils ont créé un espèce de... Donc, au départ, il y a eu de la concurrence entre la CNIL et l'autorité de la concurrence. Là, en ce moment, pour votre affaire, en tout cas, c'est la CNIL, mais à votre disposition pour en parler. Bien. Hors micro. Hors micro. Bon, alors... on continue. Quelqu'un veut reprendre la parole pour poser une question ici? Ou sinon... Il y a aussi un autre problème, je pense que ça ne rentre pas dans le sujet, mais c'est lié, c'est les données. Les données, parce qu'il y a un sujet sur les données de la santé. Oui. Les startups français ils disent, en nous, parce qu'on n'a pas assez aux données, il y a beaucoup de règles. Aux États-Unis, les autres pays, ils ont beaucoup de données de santé, ils font plein de recherches. Donc, il y a un problème aussi accès aux données. Oui. Que moi, je suis pour réglementation, pour protection. Mais il y a pas mal d'informaticiens, de startups, qui disent non, il faut laisser accès libre à tout. C'est un problème aussi philosophique, hein. Oui. C'est-à-dire que si on veut avoir des IA de qualité, faut aussi de la donnée. Alors, quand je dis qu'on a traité ici, on a essayé modestement hein, de traiter du problème du data-driven, c'est-à-dire en amont, moi j'ai eu des discussions avec des gens qui nous disaient, bon, déjà l'entreprise, elle a du mal à avoir une stratégie, c'est peut-être un peu moins vrai pour les grands groupes, mais elle a du mal à avoir une visibilité sur ces données. Quelles sont les données stratégiques? Quelles sont les données
qui peuvent être sans danger confiés. Bon, maintenant, Sabrial nous a complètement rassurés quand même. Je veux dire, Alors, le débat, il est quand même un débat, c'est pour ça que le titre est bon, de modernisme, de capacité d'innover, de capacité de créer un système puissant grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est un débat sans fin. Je ne sais pas, mais on est là pour ça. Mais moi, j'ai pas de réponse. alors sur les... Pardon. Pardon. Quand on parle de façon, en fait, la donnée, on peut l'exploiter d'une manière optimale. Seulement, on la rend anonyme. Et on la santé, bah, on peut prédire. Si c'était faisable, c'est faisable. Les informaticiens ne se plaignaient pas. Non, mais c'est-à-dire, en fait, Non, la sensibilité, c'est le fait de mettre, en fait, une donnée associée à un individu. C'est-à-dire qu'on peut exploiter la donnée, on la rend anonyme. C'est pas une C'est possible, ça, c'est possible. De toute façon, l'essentiel, c'est comprendre la bascule dans le numérique. Il n'est pas complètement anormal que ce système, du passage de la main-d'œuvre au cerveau d'œuvre, soit un système en construction, en gestation, avec évidemment des enjeux, mais je crois qu'on ne peut pas s'interdire de la modernité. Alors, je pense que c'est presque pas la question. En fait, de toute façon, l'intelligence artificielle, on y va, tout est technologie. Je pense que plus on va, il y a un mur qu'on va se prendre, c'est nos ressources planétaires. Donc, la question aujourd'hui, c'est peut-être une bonne nouvelle pour implémenter des solutions technologiques qui soient plus frugales. Peut-être qu'une réflexion justement pour chercher des choses plus locales, plus proches de l'usage et de l'usager, vont permettre peut-être aussi de dépenser moins au niveau énergétique, parce que la note, moi je suis pro innovation, j'aime l'innovation, c'est intéressant, je pense qu'on peut arriver à des choses absolument magnifiques, notamment sur la recherche en santé, mais à un moment donné, je pense que ce mur des ressources, de nos ressources, est vraiment doit nous permettre de trouver des systèmes beaucoup plus durables et beaucoup plus frugales. Voilà. Donc, je pense oui, mais de toute façon, la modernité est l'aboutissement d'une transformation profonde. Hein, j'ai fait des références avec les deux révolutions industrielles précédentes. Elles ont eu 100 ans. Celle-là, elle a 45 ans. Elle se met en place. Donc ça veut dire que actuellement, les problèmes de ressources, certes, mais les problèmes de réchauffement climatique sont liés à l'utilisation des fossiles. Plus on bascule dans un système autre, alors certes, hein, les data centers, c'est quand même un consomment, dire le bon, bien sûr, mais il y a un arbitrage à trouver. Et surtout, mais en même temps, la bonne nouvelle pour l'innovation et peut-être pour l'écologie humaine, parce que finalement, aujourd'hui, nos cerveaux sont attaqués. Il y a énormément d'enfants aujourd'hui qui ont des troubles de l'attention. Nous-mêmes, je suis pas sûre qu'on soit complètement sans trouble de l'attention. Et on attaque. Et je pense que la bonne nouvelle, c'est que ce capital, cette manière qu'ont les GAFAM de finalement prendre nos datas, prendre notre attention, et ben finalement, pour nos ressources, c'est plus viable. Donc, on est obligé de trouver des nouvelles réflexions sur sur du Wikipédia, peut-être des processus un peu plus décentralisés et plus frugales. Voilà. Oui. Je ne sais pas si je vous ai complètement perdu, mais c'est... Non, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment une question d'écologie humaine et je pense que c'est moderne de le penser. Oui, oui, c'est vrai aussi, c'est vrai. Pauline, vous voulez... Oui, j'ai quand même une question. Tout à l'heure, vous parliez d'espoir pour l'Europe et c'est intéressant de confronter deux points de vue. Quand on parle d'espoir, de quels moyens parle-t-on réellement? Parce qu'aujourd'hui, quand même, si on fait un constat de ce qui se passe dans les entreprises, plutôt les grands groupes et startups, sous couvert de devoir avancer sur des cas d'usage d'IA, et on a besoin d'avancer en ce sujet, et quand même, on exclut, j'en reviens sur toutes les questions de souveraineté finalement. Et en soi, ce n'est pas un problème de faire appel à un Microsoft,
de quelque autre solution aux US, mais il faut avoir conscience, pardon, de ce qu'on donne, de ce qu'on veut et des combats qu'on choisit. Exactement. Sauf que j'ai l'impression qu'on choisit pas beaucoup de combats, en fait. Oui, je suis d'accord. C'est juste ça. Ouais, bonne remarque. Et une remarque pour Diligente aussi, c'est, comme vous le disiez, c'est pour tout ce qui est board, gestion des risques, etc., la solution, elle paraît parfaite. 4G, oui. Mais tout ce qui est en dessous, il y a énormément de trous dans la raquette à tous les niveaux dans les entreprises, et ça, ces risques ne sont absolument jamais couverts. Je comprends. Par exemple, Oh ben, par exemple, c'est très simple, mais les fichiers financiers qui s'échangent par mail sur Gmail parce que le réseau plante et il faut absolument avancer et on s'envoie avec mon mail perso, toutes les entreprises ont ça par leurs salariés. Ou les données dans le chat GPT aussi. Alors, vas-y. oui, tu peux, tu dois même. Pour répondre déjà à votre question sur, comme vous l'avez explicité, les différents entre guillemets, trous dans la raquette, sachez que déjà, si je pars sur la partie conformité, Diligent adresse des rapports alors à la fréquence souhaitée par le client pour qu'il puisse les adresser de son côté au régulateur. Donc, c'est un process que l'on fait très régulièrement pour prouver notre conformité, d'une part. Et je pense que le mot d'ordre serait de combiner l'innovation technologique avec la vigilance juridique. Pour moi, je pense que c'est nécessaire. Ça nous permettrait de relever les défis modernes de cybersécurité et surtout de conformité. J'aurais peut-être eu une autre réponse. Je pense que l'innovation a identité de déplatformiser. Je pense que c'est pour être en lien avec tous ces sujets de conformité et autres à venir, il faut déplatformiser. Parce qu'à partir du moment où on impose à une population d'aller à un endroit pour exécuter une tâche, on a déjà perdu en fait. Oui, vous avez raison, évidemment. C'est juste ce point, c'est pour n'importe quelle solution. Il faut déplatformiser. J'ai oublié le nom, mais il y a un homme qui publie sur LinkedIn sur la déplatformisation. Et il est passé sur Xerfi récemment. Oui, j'ai plus le nom en tête, mais je pense à lui, effectivement. Il a sorti un livre. Il a sorti un livre, la déplatformisation. Pour mon éclairage, et vous, ça vous dérange? On déplatformise, on passe par quoi du coup? Alors, les alternatives, elles existent peu, mais on passe par de l'architecture de systèmes d'information et de l'architecture de données pures. On passe par du code, et pour cela, il faut des équipes en interne ou en externe avec des solutions, mais on passe par des fondamentaux, un socle technologique. Pour intervenir, dans ma carrière, j'ai travaillé pour des acteurs américains, des acteurs français, dont WhoDrive, pour ne pas le citer, qui est un concurrent direct de Diligent sur la partie gouvernance. Justement. Et effectivement, le message à chaque fois, c'était de pouvoir rassurer les utilisateurs quant à la gestion de leurs données sensibles. Donc, il y a cet aspect conformité et sur la base de quoi les clients vont pouvoir être rassurés sur les certifications, notamment. Donc, l'ISO 27001, le SOC 2 et d'autres certifications réglementaires locales et également internationales. Mais ce que je veux dire, c'est que dans mes deux expériences, et en aucun cas je vais dénigrer l'un ou l'autre, je pense que ce sont deux entreprises formidables qui font un très beau travail, mais à aucun moment, en tant qu'employé d'une entreprise américaine, nous avons rencontré des difficultés à aboutir sur un partenariat avec un acteur local et notamment public français. Donc que ça soit des ministères, de grands départements, tout le monde travaille en fait avec ce type d'acteurs et ce qu'ils souhaitent avoir, c'est la certitude que les données soient conformes aux régulations et également de pouvoir aussi les rassurer. Effectivement, s'il y a une fuite de données, la responsabilité première va chez exactement, tout à fait, ce qui c'est normal. Et pour pouvoir avoir cette gestion proactive et notamment
cette éducation, on explique à nos clients l'ensemble des solutions qui vont pouvoir les aider au quotidien. Et encore une fois, Diligent est le seul acteur dans le monde à couvrir des problématiques de gouvernance, de risque et de conformité. Alors, pour répondre à votre question, je pense que vraiment, aujourd'hui, plus que jamais, il faut faire des choix technologiques pour être justement et peut-être rendre obsolètes des anciens modèles, donc par la déplatformisation, par le local. Je suis allée l'année dernière en Afrique, j'ai milité aussi pour des outils qui prennent qui deviennent les données locales africaines peuvent être un outil de performance économique dans les territoires. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de solutions, même énergétiquement, il y a des réflexions sur la flexibilité énergétique, etc. Et donc, aujourd'hui, je pense que plus que jamais, et c'est pour ça que je dis que l'innovation actuellement est hyper stimulante, c'est parce que justement, je pense qu'il y a les anciens modèles qui commencent à s'effriter un peu et on est un peu sur on est un peu en train de réinventer ou en tout cas de proposer une vraie alternative. C'est que je trouve intéressant et je pense que c'est aussi par cette problématique de perte de nos ressources. Du coup, les modèles économiques qui estiment, actuels, sont pas viables à très très court terme. Donc c'est une bonne nouvelle. Bien, très bien. On continue. Je sais pas, vous avez d'autres remarques, non? Par rapport à la gouvernance de la donnée en comparaison avec les voisins européens et même avec les grands pays comme les États-Unis, la Chine, vous savez qu'aujourd'hui on est dans les temps, en retard. Comment on se situe? En tant qu'acteur français, vous entendez? Oui. Alors moi, je travaille pour une entreprise américaine, mais effectivement, je pense que la France a un léger retard par rapport à nos amis outre-mer. Très diplomate. Bien sûr, on ne va pas froisser. Oui, tout à fait. Quand même. Tout à fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, on a des équivalents typiquement au Royaume-Uni, pardon, avec le UK Bribery, qui permet également à son tour de protéger la gestion, les données sensibles de ses clients. Après, ce qu'on essaye de communiquer comme message chez nous, c'est d'avoir de bonnes pratiques. Typiquement, nos outils également permettent de disposer de formations pour l'ensemble des employés. Je m'explique, on discute et on apprend sur les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que Diligent propose des solutions très complètes parce qu'il touche à l'ensemble des domaines. On propose également de mettre en place des audits réguliers pour tester la robustesse des outils. Ça aussi, c'est très important pour une organisation. S'assurer que les données soient cryptées. C'est ce que l'ensemble des outils proposent. Donc, on répond de façon homogène et macroéconomique à l'ensemble des besoins. Quelqu'un a une question? Non, je passe. Alors, est-ce que vous avez des compléments de choses? Vous nous avez fait une présentation et vous répondez très bien aux questions, hein. Mais au fond, là j'improvise là, mais c'est parce que vous êtes devant un public français, mais est-ce que dans votre stratégie en tant que votre société, comme vous l'avez déjà répondu d'ailleurs, au fond, c'est pas un souci principal. Vous vous dites pas, il va falloir quand même qu'on bétonne le fait de rassurer pour avoir le marché européen, parce que c'est vraiment un handicap. Je crois pas. Je crois que ça coule relativement naturellement. Alors peut-être par l'ignorance aussi des autres, hein, il faut voir ça aussi. Non, ce n'est absolument pas la problématique d'aujourd'hui, en tout cas la façon dont nous, en interne chez Diligent, nous le ressentons. J'adresse, comme je l'évoquais en
en amont de ma présentation le marché français, belge et luxembourgeois, mais je m'occupe aussi depuis peu du marché africain, qui est un marché en pleine expansion. J'étais ce matin avec un acteur en Sierra Leone qui lui aussi rencontre des difficultés à pallier sur certaines problématiques, notamment autour de la gestion des risques. Et effectivement, la question de la raison pour laquelle ils nous ont contactés, d'une part, je pense que la notoriété joue pour quelque chose, mais sur le fait de pouvoir proposer une solution complète rassure également. Et quand vous voyez que certains prestataires, partenaires nous ont fait confiance, voilà, je pense que cela vous rassure pour pouvoir commencer, mettre un pied dans la maison, comme on le dit, et essayer. Et c'est la raison pour laquelle nos clients nous recommandent et renouvellent leur contrat chaque année. D'accord. Alors moi, j'avais suivi une journée très intéressante organisée par Red Hat. Tu as travaillé chez Red Hat. Leur métier est un peu différent. Qu'est-ce qu'ils font? Et là, j'ai senti aussi de la modernité et pas du tout d'état d'âme. Hein. Le truc fonctionne. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de blanc ou de noir. Oui. Ce n'est pas. Surtout rouge. La question, c'est être capable d'un dialogue. Ouais. Et l'autre question, c'est la question de ne pas avoir des solutions clés en main, scalables dans toutes les régions du monde, avec des cultures mondiales différentes. La Chine, la data, c'est un bien public. L'Europe, on essaye de dire que c'est un bien personnel, peut-être altruiste pour la recherche médicale. C'est en tout cas l'objet du Data Governance Act, de considérer qu'on a des data qui viennent et anonymisé de préférence comme dit monsieur. D'entités publiques et qui puissent servir à une réflexion stratégique pour l'Europe. Et puis, vous avez les États-Unis qui considèrent que la data, c'est un objet, c'est le continuum. On a notre jumeau numérique et on est complètement manipulable par les algorithmes. Enfin, je schématise. On est tous manipulables puisqu'on a un jumeau numérique. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, il faudrait hiérarchiser les niveaux au niveau des data, de quoi on parle. Et je pense que cette notion d'intégrité numérique, puisque aujourd'hui, on a nos traces numériques partout et qu'on est polarisé dans des bulles technologiques, on dit, et on a vu bien un peu les ravages d'élections où on est complètement polarisé, où on est manipulé, où il y a du fake news, etc. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion à mettre peut-être une sécurité, non pas chez Diligent ou une autre entreprise, etc., mais peut-être mettre quelque chose au niveau de la souveraineté, mais même au niveau de la hiérarchie des normes constitutionnelles pour protéger aussi notre être humain et notre manière de tracer. Oui, certes. Alors peut-être encore la notion d'intégrité numérique qui est défendue en Suisse depuis peu. Cette notion d'intégrité numérique, c'est de considérer que nos traces numériques nous appartiennent. D'accord. Mais alors, il existe quelque chose. Sinon, il n'y aurait pas de RGPD. Le RGPD et la réglementation et les réglementations européennes, elles sont existantes. Donc toi, tu voudrais que ce soit plus globalisé. Non, mais en tout cas, c'est le projet suisse, c'est la notion d'intégrité numérique. Et le mettre dans la Constitution, ça permet à tous les opérateurs des nouvelles technologies de vraiment faire attention. Le RGPD, on sait qu'avec un Cloud Act, il peut très bien être hébergé aux États-Unis. Toutes nos données de santé sont hébergées actuellement pour 4 millions, je crois. Il y a eu vraiment un accord très très bas. Toutes nos données sont actuellement aux États-Unis. Ça gêne personne ou peu de personnes, mais en tout cas, c'est une réalité. Donc, il y a vraiment à se questionner, à faire des vrais choix et à devenir acteur, chacun, citoyen, dans ce nouvel environnement numérique. Moi, je continue. Donc, il faut faire aussi pédagogie. Absolument. Il faut amener ça au niveau des élèves. Absolument. Ils participent avec un téléphone qui est inséparable. Absolument. Leur cordon ombilical. Oui. Très bien, très bien.
Oui, alors, est-ce qu'il n'y a pas un débat qui doit être porté complètement aux citoyens entre ce rêve presque un peu bisounours de l'intégrité numérique auquel on va aspirer, nous, en tant qu'Européens, et peut-être pas en tant que Suisses, et finalement ce glissement entre une donnée qui est une donnée ici ou là privée ou publique, qui devient maintenant une donnée stratégique. Oui. Et à partir du moment où c'est une donnée stratégique, elle est considérée géopolitiquement, et on sait très bien que dès que le mot géopolitique arrive sur la table, tous les coups sont permis, ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Ouais. Et comment passer finalement de cet idéalisme européen à cette réelle politique de la géopolitique? Comment finalement les juristes, les solutions technologiques, les gouvernements, les citoyens vont pouvoir piloter ça parce qu'on a le sentiment un petit peu que le jeu nous échappe? Bah, déjà, je pense que Madame a tout à fait raison. Je pense qu'il faut une sensibilisation, acculturer les gens, savoir qu'il y a des choix qu'on ne subit pas. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je pense que il y a vraiment aujourd'hui, là, il y a un sommet de l'intelligence artificielle dans 3-4 jours qui commence, et la France se positionne sur l'éthique du numérique. Bon, alors peut-être que c'est un vœu pieux, peut-être que c'est pour se positionner, mais en tout cas, il y a énormément de travaux et d'initiatives à Normal Sup, dans les écoles, à Polytechnique et tout, pour essayer vraiment d'être avec le mental de l'innovation et de voir un peu ce qui est durable, quelle est l'ambition française. Et il y a une vraie ambition française, puisque aujourd'hui, la France a eu le courage de créer une IA. Alors évidemment, c'était en même temps que DeepSeek, il y a eu un effet d'annonce, bref, on s'est fait complètement siffler, mais la récré n'est pas finie, et moi je pense que les cerveaux français ont vraiment une longueur d'avance. D'abord, les normaliens sont souvent chez Meta, les études sont payées par Meta, enfin il y a vraiment, et je pense que il faut pas diaboliser toutes ces plateformes. Il faut essayer de comprendre ce qui se joue et de voir avec elles, avec intelligence, ce que la France ou l'Europe peut apporter. Et je pense qu'il faut plus subir. J'ai bien aimé votre bien. dernier mot, ne pas diaboliser. Bah, Oui. c'est vrai, Je pense que c'est le vrai, message, c'est vrai, effectivement. c'est vrai. C'est exactement ça. Faut essayer de travailler ensemble. Moi, je serais ravie que Diligente ait besoin C'est d'une tout à fait réflexion. Il faut travailler ensemble. En fait, on est tous dans le même bateau. La Chine, les États-Unis, l'Europe, l'Inde, le Brésil, l'Afrique. Et je pense que on a besoin de travailler le local, travailler au plus près de l'usage, respecter notre planète. Et c'est tous ces enjeux-là qu'il faut essayer d'avoir un 360 pour innover et pour avoir le vrai choix et plus subir. Voilà. Mais c'est quand même les Américains qui disent Think Global. Donc, Bah voilà. on peut le faire. Oui, on va redonner la parole à. Vous sollicitez votre créativité, l'impulsion de ce que vous avez dit, de mettre le terme scalable. Quel est finalement le signe noir de la data gouvernance? Je m'explique. Voilà, Le signe noir, c'est le ça? signe noir, c'est-à-dire c'est Ouais. l'événement Oui. improbable que Ouais. personne se doute et qui peut arriver. Donc sur la data gouvernance de demain, voilà, son signe noir, quel serait-il? Bah pour moi, c'est les backdoors, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment des portes de derrière, qu'on croit qu'on est en sécurité, mais en fait, on nous regarde, on nous influence. Poutine dit que celui qui maîtrise les données d'un pays maîtrise le pays. Bah moi, c'est lutter contre des portes de derrière. Voilà. C'est ça la gouvernance data. Ouais. Oui, Oui, Olivier. je vais intervenir. Moi, je suis Attends, complètement alors, d'accord. Olivier, Il ne faut pas subir et il ne faut pas diaboliser. Et peut-être qu'il faut aussi anticiper. Je vais faire une digression, c'est que en 2006-2008, on a rêvé avec le Web 2.0, on allait tous s'aimer et être intelligents collectivement sur Internet. La e-démocratie allait triompher du monde. On a vu arriver les printemps arabes, c'était magique. Et puis après, on a vu arriver le Brexit et toutes les manipulations qui ont suivi. Et finalement, le Web 2.0, les réseaux sociaux, on voit très bien que c'est une machine à fabriquer l'opinion et les polarisations. Et maintenant, on a une autre évolution qui s'appelle l'IA, et on se rend compte que tous les 3 jours, pas tous les 3 mois, tous les 3 jours, on a une news différente qui nous dit il y a un truc incroyable.
Donc là, on est sur une exponentielle, on ne sait pas ce qui va se passer en avril 2025 et on se projette à 2030-2035. Donc comment finalement on pourrait avoir un cadre, nous, de pensée singulier, européen, français, suisse, tout ce qu'on veut, qui soit finalement un niveau de solidité dans notre capacité à anticiper tout ce qui se joue, parce que finalement, on le voit, enfin même dans l'éducation, dans les entreprises, il y a des entreprises qui disent encore utiliser l'IA, c'est tricher par rapport à son métier. Et il y en a d'autres qui disent si tu n'utilises pas l'IA, c'est que tu n'es pas moderne, et finalement, donc quand tu n'étais pas digital, tu pouvais te faire virer de ta boîte. Et bien maintenant, si tu n'es pas IA, tu n'es pas performant. Donc aujourd'hui, on a des injonctions paradoxales dans tous les sens, et on est encore que dans du day-to-day de la pratique. Est-ce qu'on ne pourrait pas, peut-être avec Ingénierie Scientifique de France, créer une prospective de ces sujets et se dire, mais en 2030, c'est quoi finalement la question qui va se poser et c'est laquelle qu'il faut anticiper? Déjà, pour faire la moindre de loi qui sort, il faut 3 ans à chaque fois. Enfin, c'est à peu près ça, entre la réflexion et la loi, si on veut avoir une loi européenne. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de se faire prendre par la vitesse de tous ces enjeux? Alors, très bien. Je suis complètement d'accord. On est vraiment dans l'hyper-vitesse. Moi, je pense que 2030, c'est le quantique. Donc, tout ce qui est blockchain, tout ce qui est crypté va être décrypté. Donc, il faut anticiper toutes ces questions-là. Et je pense qu'il faut être la main dans la main avec les États pour avoir une réflexion prospective de quelle est la vision du monde qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on veut, comment, et je pense que finalement les nouvelles technologies c'est une opportunité pour nous interroger sur notre humanité, sur ce qu'on veut réellement. Ces intelligences artificielles qui sont l'externalisation de nos facultés cognitives, puisque maintenant penser, on a du prêt à penser, on a du prêt à gouverner, et en fait il faut réfléchir à quoi sert aujourd'hui l'homme, l'humanité, et la question pour moi qui est en sous-jacent, c'est la décision. C'est l'excellence décisionnelle. C'est comment finalement aujourd'hui devenir, ne pas subir, c'est décider. D'accord? Donc c'est vraiment réfléchir à ce système de comment ce système d'intelligence artificielle reste à sa place, ne devient pas une IA générale, parce que derrière IA générative, on entend peut-être 2030-2035 arriver avec une IA générale. Il y a une réflexion vraiment sur comment on va décider, comment on va hybrider, comment le pilote d'avion dans Airbus, qui va avoir une décision machinique, qui va lui dire non, l'avion va très bien, il est en train de se planter, mais ça va très bien, tout va très bien, c'est sur le contrôle. Est-ce que le pilote va être capable de challenger la décision machinique? Est-ce que j'étais la semaine dernière à l'Institut de recherche à la justice sur le juge, le magistrat, est-ce que le magistrat est capable de challenger la décision judiciaire s'il a une machine qui lui dit, bah voilà, la décision, avec toutes les données du passé, tu as intérêt à décider comme ça. La question de la décision, c'est la question aussi de la responsabilité. Qui va être responsable de la décision qui est prise? Est-ce que c'est le concepteur de la machine ou est-ce que c'est le magistrat qui prend la décision? Est-ce que c'est le pilote de l'avion ou est-ce que c'est Airbus qui est derrière ou le concepteur de la machine? Donc c'est toutes ces questions-là, c'est l'hybridation de la décision. À quoi sert l'humain demain en 2030, 2035, 2040? Et si on ne fait pas les états généraux de l'acculturation et une prospective réelle de tous ces sujets-là, on va subir. Oui, alors il y a quand même des choses qui se font quand même. Et je crois que, moi je serai pas là, mais la réunion bientôt, la semaine prochaine, elle va aborder ces sujets, je suppose. Je parle, c'est organisé à l'Assemblée nationale ou à l'Élysée même. Ah, le sommet sur l'intelligence artificielle. Le sommet à l'intelligence artificielle j'ai dit, moi, je suis à la française, j'imagine qu'ils vont aborder ça. J'ai envie de dire, ils savent faire que ça. Alors, c'est déjà pas mal, hein. Bon, je sais pas, mais en tout cas, c'est une réflexion qui est absolument en cours. Alors, je crois que sur un sujet aussi vaste, on peut pas faire une réflexion, mais l'idée est très bonne, mais on a plusieurs réflexions. Alors, à ce sujet, puisque tu as prononcé le mot IESF, mon cher Olivier, moi, je vous annonce, Pauline est ici présente, qui peut se présenter. Et la prochaine conférencière, on a trouvé la date, hein, oui, le 11 mars. Le 11 mars. Bon. Et moi, je l'ai annoncé sommairement au début, en dehors des conférences, aujourd'hui c'est la 42e, depuis juin 2021, j'ai senti, au gré de ces conférences,
et puis à la demande également du coordonnateur des comités, en dehors des conférences elles-mêmes qui sont potentiellement très riches et qui sont en replay, de faire un suivi ou une approche un peu différente sous forme d'atelier. Donc la voisine de gauche de Pauline également m'a proposé au téléphone, elle pourra en parler après, un autre atelier. Pour l'atelier de Pauline, si on peut dire, on va dire, moi je pense que automatiquement, le curseur entre la réflexion et l'action, j'ai toujours tendance à aller un peu du côté de la réflexion, donc je me force moi-même à aller vers l'action et l'action facturable. Je n'ai pas peur de le dire. Donc moi j'ai fait la connaissance ici même de Pauline qui a un parcours remarquable qui va nous le dire si elle veut bien. Bon, on s'est dit en gros ce qui en dehors de la conférence qu'elle va nous faire, plutôt pas en dehors, après la conférence qu'elle va nous faire dans le cadre de cet atelier, c'est de se dire par définition avec l'intelligence artificielle qui est une accélération au sein de la transformation numérique, une forte accélération, mais qui s'intègre toujours dans cette troisième révolution industrielle de la data, on se dit que, en fait, la stratégie de l'entreprise est transformée, c'est évident. Et de ce fait, en prenant le mot au sens large, le conseil en stratégie, alors c'est un bien grand mot, ça existe chez McKinsey, ça existe pour les grands groupes, mais également l'expert comptable, l'avocat, un certain nombre de partenaires de l'entreprise, même de taille moyenne ou de petite taille, tout est bouleversé, tout est changé. Donc, est-ce que c'est un peu l'esprit? Est-ce que Pauline, vous souhaitez vous exprimer? D'abord, revenez, si vous voulez bien parler du titre. C'est toujours en cours, hein, on y réfléchit. Voilà. La réflexion. Voilà. C'est pour le 12 mars. C'est parler de la stratégie d'entreprise à l'heure de l'IA. Oui. À l'heure de l'IA et de la transformation digitale ou numérique qui englobe beaucoup de concepts et de sujets. Tout va très vite, on l'a dit. À aujourd'hui, peu importe que l'on parle de grands groupes, de TPE, PME, ETI, toutes les entreprises se posent les mêmes questions, elles ont juste des réalités opérationnelles différentes. Et les questions restent les mêmes. Je le dis parce que dans mon parcours, j'ai une panel, on va dire, d'expérience en étant passée par l'audit externe, le conseil, et maintenant indépendante avec une forte activité de veille R&D applicative avec des ingénieurs CTO, des gens spécialisés en IA, mais pas que, c'est important. Il faut revoir toutes les bases de la conception d'entreprise en parlant de la stratégie. Pourquoi? Parce que à aujourd'hui, comme vous l'avez dit aussi, tous les 3 jours, on a une innovation formidable, qui n'en est pas, mais bon, on a une innovation formidable sur LinkedIn. Toujours est-il qu'il faut se poser la question, quelle est ma stratégie d'entreprise au sens, est-ce qu'on est en croissance ou est-ce qu'on doit optimiser les coûts parce qu'on ne sait pas aller chercher de la croissance? Et ça, ce sont 2 questions fondamentales déjà auxquelles il faut répondre pour ensuite se poser la question de stratégie des outils et ensuite stratégie d'outils existants. Où est-ce qu'on développe? On a cette capacité aujourd'hui. Mais pourquoi on développerait? On peut revenir sur des questions ensuite éthiques, etc. Donc, ce sont ces sujets qu'on va tenter d'aborder. On a jusqu'au 11 mars pour les cadrer un peu plus. Parce donc, que rendez-vous le 12 mars. Le 11 mars. Ce serait bien qu'on parle des missions des entreprises. Parce que la stratégie découle de ça. Ça, normalement, les entreprises suivent un peu peut-être l'air du temps. Au lieu de dire, mais quelle est ma mission? Je pense que exactement, c'est leur valeur, leur business model rejoint quelle est ma proposition de valeur. Pourquoi j'ai créé une entreprise, pourquoi elle se maintient. Et aujourd'hui, c'est la question aussi de l'IA à travers est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est un risque? Mais un risque pas au sens du débat, l'IA va tout remplacer, non, mais quel métier elle remplace chez moi. Et donc, pourquoi mon entreprise existe, effectivement. Très bien. Donc, en fait, on fixera les contours. J'attends toujours ton titre parce qu'en fait, Pauline est très occupée, moi aussi. Et en fait, le 11 mars, tout sera annoncé comme d'habitude. Et vous êtes les bienvenus. Et puis, en fait, il y a l'atelier derrière. Et l'atelier, on ne peut pas aborder tous les sujets. Alors, j'en profite, puisqu'on annonce les ateliers, de te donner la parole, ma chère Ladane, puisque tu m'as proposé quelque chose au niveau du leadership. C'est encore très... Non, mais vas-y, je sais bien, mais peu importe que ce soit encore... C'était... Est-ce qu'un ingénieur est forcément un manager?
Ouais. C'est Voilà. ça. Alors, voilà. Est-ce qu'un ingénieur est un Voilà. manager? Maintenant, C'était l'idée de voilà. la dame. Alors, ça tombe très bien, parce que d'ailleurs, Yves Verdet, ici présent, qui est ingénieur lui-même, d'une très bonne école qui s'appelle ESME, ex-Sudria, est chargé à IESF de l'invitation à différents événements, dont ceux que j'organise avec les entretiens économiques d'IESF, auprès des 87 associations d'ingénieurs. Et il a une vision assez importante des choses. Donc la réalité, c'est que moi j'ai découvert, quand il y a presque 4 ans, qu'on m'a confié ce comité économique, que les ingénieurs étaient trop modestes. Et je vous recommande aujourd'hui, parce que c'est pareil sur LinkedIn, Jean d'Ambreville, il y a 2 jours ou hier, a écrit un post en disant « Les ingénieurs doivent rentrer en politique ». Bon, et son post est assez original, il a fait tout un article qui est pas mal. Je pense que c'est, d'abord, pour commencer, il y a eu des périodes où les ingénieurs étaient en politique. Alors on va citer Giscard d'Estaing. Ça n'a pas empêché Giscard d'Estaing de couper les crédits de mon ami Louis Pouzin, qui avait quand même inventé le datagramme et qui était considéré comme un père d'Internet. Anecdote, il a été décoré par la reine d'Angleterre, laquelle reine d'Angleterre était très ouverte aux nouvelles technologies. Parenthèse fermée. Bon. On a eu une période, la période gaulliste, la période Pompidou, il y avait quand même des ingénieurs qui étaient bons. Là, il semblerait que malheureusement, on perde un peu la main. Bon, moi je ne pense pas que ce soit un problème de présence en politique. Je pense que c'est le fait, à côté d'une démocratie représentative, que nous ne contestons pas, malgré tout, c'est quand même la démocratie, qui est une démocratie participative, à la limite des gens qui créent les richesses. Alors, je ne veux pas polémiquer ici, mais Bernard Arnault est X, c'est un ingénieur aussi. Il vient de parler hier, disant je me tire. Voilà. Bon, ça me fait penser à une histoire très amusante de quelqu'un qui fait un séminaire pendant une semaine, le silence absolu, etc. Et il va voir tous les samedis le père supérieur. Et il a le droit à un mot. À 3 mots. Alors, première semaine, premier samedi, il dit nourriture pas bonne. Bon, et il repart pour une semaine. Le samedi d'après, lit trop dur. Bon, puis la semaine d'après, troisième, il dit je me tire. Et le père supérieur répond mais ça ne m'étonne pas, vous n'êtes jamais content. Bon, donc on a tout à créer, n'est-ce pas, mon cher Yves? On a tout à créer. Je ne suis pas très étonnée que finalement les ingénieurs puissent devenir des hommes politiques ou des grands managers. Au moins des acteurs reconnus. Des acteurs reconnus. En tout cas, c'était un peu l'idée. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une volonté de liquider littéralement nos institutions. On voit bien qu'on veut mettre de l'IA partout et qu'on veut liquider ou améliorer, hein. Alors qu'on veut mettre de la tech partout et que nos institutions, la séparation de pouvoir, la grande politique du siècle des Lumières est bien loin et on veut optimiser tout et je pense que il faut remettre un peu d'équilibre. De l'équilibre, oui, Voilà. mais moi je rebondis. Mais quand donc tu dis on veut liquider nos institutions. Parlons des institutions de la Ve République. Elles sont l'héritage du Conseil national de la résistance. Est-ce qu'elles ne sont pas un peu démodées? Comment ne pas réfléchir au fait que un déficit budgétaire important, une dette abyssale et un service public qui ne marche pas? Est-ce que les nouvelles technologies pourraient nous permettre au moins d'y réfléchir? Bien sûr. On occulte le débat actuellement politiquement. La politique, excusez-moi de le dire, l'équilibre politique fait qu'on se dit non, on va pas gratter où ça risque d'être. Moi, je crois. Et donc, intervenir de manière très courte et pas politique, c'est que j'ai le sentiment que les gens qui ont capacité à ouvrir les débats et à les argumenter aujourd'hui restent entre spécialistes, et c'est peut-être une critique que je ferai au monde des ingénieurs. Ils se parlent entre eux, mais je vis la même chose avec d'autres professions. On se parle entre nous. Et finalement, quand on ne prend pas la place du débat,
on laisse la place aux polarisateurs. Et aujourd'hui, effectivement, on voit bien dans le champ politique, des gens sont très spécialisés de polariser le champ. Si c'est pas polarisé par des forces politiques, c'est polarisé par des réseaux sociaux manipulés. Mais finalement, la société est occupée par des polarisations, alors que ceux qui ont capacité au débat pourraient prendre leur place. Et dans ce monde qui change, peut-être ne le font-ils pas assez. Très bien, très bien, très bien. Et plus que jamais, je pense qu'il faut vraiment travailler à cette interdisciplinarité, tech, droit, oui. réflexion, philosophie, anthropologie, philosophie. Et c'est vrai que c'est vraiment des lieux de débat comme ça où on peut finalement faire avancer je l'ai dit au début, hein, dans les entretiens, toutes les et intergénérationnels en plus. Bon, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est redonner le mot de conclusion, le mot de la fin, c'est la moindre des courtoisies, parce que c'est quand même notre invité principal, mis à part pour aussi, bien sûr. Mais notre invité, une de nos invités. Je me tire. Non, c'est comme le titre. Trop dur. Bon, si tu peux revenir, je vais vous dire le mot de la fin, la conclusion. Ensuite, nous boirons un verre, offert d'ailleurs par Diligent. Voilà. Et on pourra continuer, et ça, je vous fais confiance. Avec Diligent. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup déjà votre présence. Il y a des gens, on a un peu oublié, là, qui nous suivent en ligne, bon, mais on leur dit bonjour. On n'a pas forcément leur chat, parce que là, je sais pas. Il n'y a pas de question. Je vois pas. Bon, allez, pas. Bon, vas-y. Effectivement, je te remercie déjà, Christophe, pour ce petit mot de la fin. Si je venais à conclure sur ce débat autour des cyber-risques, je pense que il y a une... Le débat, il était plus large que le cyber-risque. Oui, bien sûr, mais à la fin. Pour ma part, je pense que ça met en évidence une vérité fondamentale, celle que la gestion des données est, à mon sens, une responsabilité partagée entre, effectivement, l'entreprise et le fournisseur. Mais prendre aussi en considération le fait qu'aujourd'hui, il y ait sur le marché des entreprises formidables qui proposent des solutions permettant d'anticiper les risques, de prouver leur conformité et de collaborer en toute sécurité. Sans que ça soit forcément diabolisé de par côté américain et côté français. Je pense que dans les deux sens, il y a du bon et du mauvais, mais qu'il faut avant tout faire des choix stratégiques pour son entreprise et s'assurer que le prestataire en face puisse établir de bonnes relations dans le futur sur la base du respect des besoins du client. Très bien. Un dernier mot. Oui. Je te laisse le flambeau. Le dernier mot, je pense que justement dans tous les choix, qu'on puisse avoir le choix, et ça passe évidemment par l'acculturation, une réflexion avec une vision un peu prospective de ce qui va se jouer pour la stratégie de l'entreprise. Et du coup, si on sait, on sait ce qu'on décide et on sait ce qu'on utilise. Voilà. Bien. Donc le choix. Okay. La prospective. Voilà. Bien. Alors, on en reste là, à part la partie échange, tour d'un verre. Je vous propose d'applaudir ces dames.